simplement remercier M. de Cocheco qui a apporté quelques précisions qui étaient utiles, absolument. Je voulais simplement préciser un élément historique important pour comprendre la situation des pays baltes et d'autre part voir cette question des minorités aujourd'hui russophones, mais effectivement, dont vous avez bien fait de rappeler la définition. L'élément quand même historique important et qui continue à exercer des effets aujourd'hui, c'est le fait que les pays baltes ont vécu de façon moins insupportable l'occupation allemande que l'occupation soviétique. Ils considèrent, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème, mais quand vous les interrogez, il est sûr que pour eux, l'occupation allemande n'était pas très agréable, mais pour eux, elle était moins pire que la soviétique. Je parle évidemment des premières années après 1945 et de la période 1941. Donc ça, c'est quand même un élément de sensibilité qu'on est obligé, si vous voulez, de prendre en compte, qu'on le veuille ou non. De toute façon, aujourd'hui, on construit un réseau de fer. Donc vous avez complété beaucoup d'éléments qui apportent la preuve, là aussi, qu'on est bien obligé de constater que l'Occident est en train d'instaurer un rideau de fer au niveau des frontières avec la Russie. C'est exactement ce qui se passe. Deuxième élément que je voudrais d'éclairage plus général, parce que vous avez parlé du Kazakhstan. En réalité, concernant les pays baltes, d'abord, le nombre de personnes d'ethnie russe est quand même relativement peu nombreuse, puisque ce sont des pays peu peuplés. Donc ce ne sont pas des minorités qui avaient une importance considérable pour la Russie. En revanche, le Kazakhstan, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis 1990, on a eu des stratégies de Moscou complètement différentes selon les périodes. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes où Moscou s'est dit, compte tenu de mon évolution démographique négative, j'ai intérêt à ce que les Russes du Kazakhstan reviennent habiter en Russie. Et puis il y a d'autres périodes où Moscou s'est dit, mais c'est quand même utile d'avoir des diasporas russes au Kazakhstan. Donc il n'y a pas eu une stratégie continue, délibérée, et donc on voit bien là tout le problème de la diasporisation, à quoi sert une diaspora. D'un autre côté, cette diaspora relative au Kazakhstan, elle est quand même en train de diminuer, parce que moi quand j'ai regardé les chiffres, la fécondité des ethnies russes au Kazakhstan est inférieure à la fécondité moyenne du pays. Et donc cela signifie que dans le rapport de force démographique, leur poids relatif diminue. Et donc il faut le prendre en considération dans la compréhension aussi de l'évolution géopolitique de ce pays. Okay. Merci beaucoup. Merci Caroline. Je veux juste témoigner sur la russophonie, puisque je fais partie, et concernant l'Union soviétique, très brièvement, une chose... Peux-tu te présenter? Pardon, excusez-moi. Kamala Muradova, je suis consultante indépendante, et je suis d'origine azerbaïdjanaise et j'habite à Paris. Voilà, comme je suis aussi de l'Union soviétique et de l'Azerbaïdjan indépendante, je voulais juste apporter quelques témoins et préciser certains points qui ont été discutés parce que c'est très important pour comprendre la situation d'aujourd'hui aussi. Ce qui concerne l'Union soviétique, je pense qu'on n'a pas vraiment des bonnes informations sur ce qui s'est passé dans l'Union soviétique. Il y avait 15 pays, les langues nationales n'étaient jamais interdites, la langue russe, elle était enseignée obligatoirement, mais parallèlement avec les langues nationales. C'est-à-dire que ce soit dans l'enseignement supérieur ou primaire, secondaire, le russe, parallèlement, était enseigné comme azerbaïdjanais, lituanien, arménien, etc. Et la question de nationalité, ce n'était pas vraiment opprimé, puisque l'Arménie et la Géorgie, ils gardaient leurs alphabets nationaux. Parallèlement, ils utilisaient cyrillique. Mais l'alphabet arménien et géorgien, c'est l'alphabet, ils comprennent eux-mêmes. Les autres, ils ne le comprennent pas du tout. Et quelques étiquettes de vin, quand même. Bah, oui, voilà. C'était le cognac arménien aussi, oui. Et c'est la première question parce que
quand on parle de l'Union soviétique, on parle comme si c'était une prison. Oui, c'était une autre façon de l'Empire, mais ce n'était pas vraiment une prison comme on la présente à l'Occident. C'était peut-être un jour, il faut organiser sur ça pour vraiment éclaircir cette situation. Ce qui concerne la langue, l'utilisation de la langue aujourd'hui, de la langue russe dans les ex-pays de l'Union soviétique, c'est vrai, après les années 91, il y a eu une chute de l'utilisation de la langue russe, une nationalité radicale un peu augmentée dans tous les presque pays de l'Union soviétique contre les Russes parce que voilà, après l'Empire, oui, on était pendant 70 ans sous l'emprise russe, etc. Mais aujourd'hui, les tendances sont en train de changer. Les données aujourd'hui, ça parle autre chose. C'est vrai, au Kazakhstan, la langue russe, enseignement de la langue russe, c'est interdit dans les écoles primaires. Parce que dans la Constitution, c'est noté l'enseignement au Kazakhstan qu'en langue maternelle. C'est-à-dire, il y a des écoles en russe, c'est interdit. En Arménie, pareil. En 1993, la loi a été adaptée pour interdire une deuxième langue dans l'enseignement primaire et supérieur. Il n'y a pas des écoles russes en Arménie. En Géorgie, il y a 16 écoles russes. Ce n'est pas interdit. Il y a 12 écoles publiques et 4 qui sont privées. En Azerbaïdjan, pareil. L'enseignement de la langue russe n'est pas interdit. Elle est toujours enseignée dans les universités parallèlement avec l'azerbaïdjanais. Il y a 340 écoles publiques en Azerbaïdjan qui est financées par l'État, qui sont des écoles russes. C'est-à-dire on n'étudie qu'en russe. En dehors de ça, dans toutes les écoles publiques, la langue russe est enseignée comme une langue étrangère. Il n'y a aucune interdiction ou obligation d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et les derniers événements ont fait que les Russes maintenant sont en train de retourner dans les ex-pays de l'Union soviétique pour s'y installer aussi comme pour le tourisme. Parmi les pays où ils vont, c'est l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan. La Géorgie ne fait pas partie du top 5. On connaît l'hostilité un peu envers les Russes des Géorgiens, mais de plus en plus, cette tendance est en train de changer. Il y a des choses qui ont contribué à ça. Quand on parle, par exemple, de cas de l'Azerbaïdjan ou de Kazakhstan, il faut prendre en considération aussi la distance entre l'Europe et de ce pays-là. Et pendant 70 ans, nous étions ensemble, on était imprégnés dans cette culture russe, avec la langue russe, etc. Ma génération, si par exemple aujourd'hui la Turquie a beaucoup d'influence en Azerbaïdjan, ma génération, comme moi-même, je préfère parler en russe et regarder la télé en russe qu'en turc parce que je ne le comprends pas vraiment. C'est aussi, il y a on appelle aujourd'hui ça soft power. Il y a une élite dans les ex-pays de l'Union soviétique, une élite politique et une élite culturelle qui est au pouvoir plus ou moins et qui sont encore là. Et ces gens-là, ils influencent. Et ils gardent cette influence par le biais de cette élite culturelle et politique, qui est en soi, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a cette diversité culturelle qu'on garde. Mais comme M. de Koshko, il a dit, en Arménie, il y a M. Pachinian qui est apparemment pro-américain, mais il y a l'opposition qui est pro-russe. Parce qu'il vient aussi, c'est l'élite russe, un peu, entre guillemets, comme en Azerbaïdjan. Comment on peut... Ilham Aliyev, il a grandi pratiquement en Russie, il a étudié dans l'université connue mondialement de MGO de Moscou, il parle parfaitement russe. Évidemment, il ne va pas interdire la langue russe en Azerbaïdjan. Ça dépend des élites politiques qui gèrent chaque pays, plus ou moins. Et aujourd'hui, cette tendance, elle est en train de, même en Géorgie, j'ai regardé les derniers chiffres, la tendance pour la langue russe est en train de monter. Parce que cette langue, elle permet aux pays lointains de l'Europe
rester en communication, avoir accès à la littérature, à la science, par l'aide de la langue russe. Parce qu'on ne parle pas tous anglais. C'est nouveau, ça fait 30 ans qu'on est indépendant, c'est maintenant qu'on commence à apprendre l'anglais. Mais il y a toute une génération scientifique culturelle qui parle russe et qui ont besoin de créer, de travailler de nouveau. Mais quelle est la langue qu'elle utilise? C'est la langue russe. Il est plus facile pour un Azerbaïdjanais aller à Moscou en 2 heures sans visa et participer à une conférence scientifique qui est organisée à Moscou que de venir à Paris ou à Berlin, demander le visa, attendre des mois, présenter tant de papiers et faire traduire toutes ces œuvres en anglais ou en français. Il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en considération quand on parle des russophones et pourquoi on doit l'interdire. Et c'est, en fait, il y a une sorte de propagande, comme aujourd'hui, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, on est en train de dire que finalement, c'est les Américains qui l'ont gagnée. On est en train de lire l'histoire, écrire l'histoire à l'inverse. Quand on regarde les chiffres, comme un pays, l'Azerbaïdjan ou la Russie ou l'Arménie, il y a des milliers de gens qui ont participé à cette guerre, qui ont perdu leur vie. Et pour l'époque où il y avait cette guerre, le nombre de populations, quand on le divise, ça fait plus de morts pour ces pays-là que pour les pays de l'Occident, pour la France ou pour l'Allemagne ou pour d'autres pays, que ce soit les Américains. Aujourd'hui, mettre tout ça et dire que voilà, c'est les Américains, en fait, c'est la propagande un peu de diminuer dans tous les sens le rôle de la culture russe, la langue russe, par des choses un peu inacceptables. Et ça sera dommage si on continue sur ça, c'est-à-dire en ignorant la réalité du terrain. La réalité du terrain, ce n'est pas tout à fait ce qu'on raconte dans les médias en Occident. C'est complètement autre chose. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question, c'est juste, je voulais, par rapport à ce que vous avez dit sur les pays baltes et l'Union européenne et l'entrée des pays baltes dans l'Union européenne, moi je peux vous dire que quand j'étais au Parlement, les pays baltes étaient absolument partout, dans toutes les commissions. Ils étaient là à 8 h du matin, enfin moi j'étais pas à 8 h du matin, mais je le savais qu'ils étaient là à 8 h du matin, ils partaient à 7 h le soir, ils travaillent à l'Europe, ils travaillent, alors que la plupart des députés des autres pays ne travaillent pas. Donc ils ont pris en main la commission des affaires étrangères à l'époque. Non, la commission de la défense. Ensuite, ils sont très présents à la commission des affaires étrangères. Et donc voilà, donc ça ne m'étonne pas tout ce qui se passe. La russophobie qu'il y a au Parlement européen, enfin à l'Europe en tout cas, vient beaucoup de ces pays baltes. Je les ai vus à l'œuvre, ils sont incroyables. Mais c'est aussi de notre faute parce qu'on ne travaille pas vraiment. On a des députés français, j'en parlais avec Caroline, qui sont à la commission défense du Parlement européen depuis maintenant, défense et la commission des affaires étrangères depuis maintenant, je ne sais pas, 4 mandats. Là, on est en pleine guerre, on ne les entend pas. On ne les entend pas, on ne sait pas ce qu'ils pensent, rien. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant, donc il faut comprendre ça. Et puis, alors, la deuxième chose que je veux dire, c'est par rapport au Tadjikistan. Moi, je suis sur un projet d'école pour les enfants réfugiés d'Afghanistan, enfin de Mazar-e-Sharif au Tadjikistan. Tous. Comment? Mazar-e-Sharif, c'est des Ouzbeks. Oui, mais c'est les Afghans qui étaient à Mazar-e-Sharif sont partis à Dushanbe parce que c'était plus près pendant que les talibans sont arrivés. Et donc on essaye de construire une école là. On n'a pas eu de problème avant la guerre, enfin pour les 6 premiers mois, pour faire venir l'argent qu'on souhaitait et pour avoir tous les documents qu'il fallait pour ouvrir l'école. Et 3 mois après la guerre, c'était fini parce que on allait parler anglais dans cette école. C'est vrai que c'était une ONG canadienne avec laquelle je travaillais. Et donc, il y a eu des pressions russes. Voilà, mais on a été bloqué et on ne peut plus faire l'école parce qu'il ne faut pas parler anglais. Il fallait faire ça uniquement en farsi ou en russe, mais pas en anglais. Donc, vous voyez, c'est très concret en tout cas. Voilà, donc le projet est pour l'instant arrêté. Voilà. Pour l'histoire que je avais racontée là, sur les Ukrainiens, j'ai eu la même chose en Géorgie, où on m'a aussi obligé à parler anglais, mais en Géorgie même, là, cette fois-ci, là, j'étais pas à Bush House. Et alors, c'était pareil, j'ai dû faire un cours en anglais, parce que là j'ai pas trouvé de solution, là. Ils traduisaient en géorgien,
la plupart des gens comprenaient absolument pas l'anglais. Hein. Et alors, le surlendemain, j'ai eu un autre cours où il y a eu plein de journalistes de la minorité arménienne de Géorgie qui ne parlent pas géorgien. Ça fait 2 siècles qu'ils y sont. Hein. Mais ils ne parlent pas, je crois que c'est une question de principe pour eux. Donc, du coup, ils ne parlent que russe. Donc, la langue commune entre les Géorgiens et les Arméniens de Géorgie, c'est le russe. Donc là aussi, j'ai recommencé la même comédie de parler anglais, c'est traduit en russe d'un côté, en géorgien de l'autre. Alors entre les deux, je peux vous dire une espèce de foire complètement totale. Donc pour ces histoires de langue, c'est... Bien. Merci. Bonjour. Bonjour, Merci monsieur. beaucoup pour vos interventions. Surtout sur la langue, moi je suis d'origine bretonne, et je ne vois pas pourquoi la langue devient une sorte de conflit. C'est Oui. Patrick Jouan, Fédération pour la paix universelle. Alors donc, tout comme la langue doit être un lien entre les peuples, je trouve que, en prévision des crises, comme on parle de crises à venir, et la religion a-t-elle sa place? Je pense que oui, mais vous n'avez pas parlé de ça. C'est dommage. Donc, peut-être un nouveau débat, ça serait intéressant de voir le rôle de la religion. Qui veut répondre à cette interpellation? Pour la religion, il y a une actualité. C'est qu'en Ukraine, en ce moment, en Ukraine, le régime de Kiev est en train de fermer les églises orthodoxes et en train de les piller, essentiellement de les piller, et puis de massacrer certains prêtres et autres qui, quand même, à l'époque soviétique, n'ont pas toujours été très très bien traités, quoi. Faut bien le dire. Non, mais il y a eu un fascisme organisé, préparé. Oui, mais ça, bon, on va pas rentrer. Le fait est qu'en ce moment, c'est des brutalités, ils pillent, ils tuent, malheureusement. Ah oui, c'est ça le problème. Au lieu de faire un rôle d'unité, de cohésion, il y a quelques-uns cherchent à en faire un débat comme la langue. Moi, on parle breton chez moi, dans ma famille, mais je ne vais pas me mettre en guerre avec le gouvernement français pour dire et le breton alors? Je crois que c'est une tradition, c'est une manière d'être, de faire. Donc la religion, pareil, je crois que ça devrait nous unir, au moins nous chercher à nous entendre. Ça pourrait faire l'objet voilà, c'est ce que d'un autre séminaire. Un doctorat donc on va le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce qui me frappe, dans les faits, ça a toujours été une question géopolitique, la langue. Je vais vous donner un seul exemple. Le 1er avril 1939, la guerre d'Espagne se termine. Et donc la conquête de la Catalogne est finie par les armées du général Franco. Quelle est la première décision qui a été prise? C'est d'interdire la langue catalane. Et néanmoins, Franco n'a pas complètement supprimé le catalan. C'est-à-dire, il a ramassé tous les livres en catalan et il est allé les enfermer dans l'université de Salamanque. Donc ils n'ont pas été brûlés. Ils n'ont pas été brûlés, mais ils ont tous disparu. Et si on veut comprendre ce qui se passe en Catalogne aujourd'hui, c'est impossible si on ne comprend pas la dimension linguistique. En même temps, je voudrais juste dire que madame avait raison. Je me souviens dans les régions arméniennes de Géorgie, les plaques des rues, et je crois qu'on a mis une photo dans un des numéros de Géostratégique une fois, plaques des rues dans les régions arméniennes de Géorgie, en russe, en géorgien et en arménien. Donc la rue avait 3 noms. On fait en Bretagne chez nous aussi. On a été patient, on a persévéré, et voilà. Enfin bon. Oui, mais à l'époque, c'est pour montrer que les langues Pierre. Juste un mot sur les religions. Dans les années 80, tout le monde effectivement constatait un retour du religieux. C'était la grande crise des idéologies laïques, militantes comme la Russie, etc. Mais enfin aujourd'hui, ce qui apparaît dans toutes les religions, c'est la poussée des radicaux. Les radicaux dans tous les espaces religieux, y compris, pendant longtemps on a pensé que c'était une exclusivité du monothéisme, on se disait article 1er, il n'y a qu'un Dieu, c'est le bien, le bon. Là maintenant vous avez des religions qui sont à la fois des religions polythéistes et même des religions qui sont plus des philosophies. Et quand vous avez un type comme Modi qui est élu en Inde, et il y a une petite minorité musulmane de 120 millions de personnes quand même, et qui prend des mesures très spécifiquement ciblées sur les musulmans, ou même qu'en Birmanie, au Myanmar, en ex-Birmanie, vous avez un type qui s'appelle Viratu, qui est un véritable nazi bouddhiste. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur les religions aujourd'hui. Alors, juste une remarque quand même, ces poussées radicales naissent dans des ensembles religieux dans lesquels il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chacun peut se prétendre mandaté directement par Dieu et donc créer sa cellule, etc. Et dans les religions à hiérarchie, en général, la hiérarchie freine plutôt.
parce que ne serait-ce pour pas laisser passer ne pas perdre le contrôle. Ça, c'est le premier point. Juste un deuxième point sur l'état de l'Ukraine. Moi, j'ai travaillé sur la déconstruction de l'ennemi. Parce que un jour, j'ai écrit un bouquin sur la fabrication de l'ennemi. Je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'on peut défabriquer l'ennemi? Et je me suis rendu compte que le seul exemple de démontage de l'ennemi, c'est l'exemple franco-allemand. C'est l'exemple franco-allemand, c'est-à-dire là, vous avez deux hommes d'État, mais vraiment des hommes d'État. De Gaulle, vous connaissez son histoire, mais Adenauer, il a fait la guerre dans l'armée danoise. Deux hommes d'État qui disent, c'est fini, on arrête le match. On avait fait 3 guerres. Et vous savez que la première fois que De Gaulle invite Adenauer en France pour préparer le traité de l'Élysée, il l'invite à Colombey, parce qu'il a très peur que s'il l'invite à Paris, il y ait des manifestations. Ben, je veux dire, je n'ai pas trouvé d'autres exemples comme celui-là. Est-ce que Zelensky et Poutine sont les gens qui peuvent demain, tout à coup, lever la tête du match et dire c'est fini, on arrête le match, on se réconcilie? Après tout, pourquoi pas? Mais enfin bon, peut-être faut-il envoyer des conseillers. Hein? Oui, mais enfin, il pousse. Zelensky fera rien du tout. Un autre exemple, c'est la Pologne et l'Allemagne. Attendez, il y a deux autres questions que je vois. Donc, juste pour réagir, il y a un autre exemple notable. Qui est la réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne, qui a été initiée par une déclaration commune des évêques polonais et allemands dans les années 50, je crois, et qui a eu, il reste encore des tensions, des points de désaccord, mais ça a eu beaucoup d'effets pour changer la donne. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être possible entre la Pologne et la Russie. Mais les Américains empêcheront toujours toute initiative en ce sens. Donc, c'est le véritable fond du problème. Il y a les Américains et les Britanniques qui font tout pour empêcher un rapprochement entre, par exemple, la Pologne et la Russie. C'est vrai que l'histoire entre ces pays est extrêmement douloureuse, mais néanmoins, il ne serait pas impossible, je pense, qu'il y ait un rapprochement, mais il y aura des forces qui vont essayer d'empoisonner le puits, comme on dit, et de faire que cela ne se fasse pas. Merci Paul. Xavier Houzel. Oui, merci. Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose? Voilà, quelque chose de plus proche de la guerre d'Ukraine. Les accords de Minsk, ça tourne autour de tout ce que vous dites, puisque c'était une question de Russes dans les oblasts et d'autonomie qui pouvait conduire à une pseudo-indépendance. Bon, c'est difficile de dire ce qui se serait passé si on avait exécuté les accords de Minsk, mais c'est ma première question. Si on les avait en toute sincérité exécutés dans l'esprit avec lequel ils avaient été signés, à quoi est-ce que ça aurait abouti? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, s'il y avait un référendum dans ces régions-là, qu'est-ce que ça donnerait? Un référendum, il faut imaginer que ce serait sincère. Alors, pardon, non, je voulais juste un tout petit mot sur la première question. Je crains que les accords de Minsk n'aient été qu'un, comment dirais-je, pas un rideau de fumée, mais enfin une construction destinée à retarder le moment ou à permettre plutôt aux forces ukrainiennes et à l'armée ukrainienne de se mettre en état de venir reconquérir les parties, les oblasts en question. Et ça, c'est Angela Merkel qui a vendu la mèche il y a quelques jours, quelques semaines, qui a fini par dire, mais en fait, oui, on a trouvé Minsk 2, 1, puis 2, surtout 2, parce qu'il fallait gagner du temps pour mettre à pied d'œuvre une armée ukrainienne, entre guillemets, digne de ce nom. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin dans ce sens? Que c'est voilà. Pour moi le plus intéressant de la conversation d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, mais donc voilà, donc ces accords, en fait, n'étaient pas destinés à être mis en œuvre, tout simplement. Bon, et si on les avait mis en œuvre, alors? Bizarre. En fait, du côté de Poutine, si. Oui, mais parce que Poutine a cru, probablement, il a cru. Il s'est fait avoir, oui. Et toutes les critiques que Poutine a eu à ramasser, il en a eu, hein.
Oui. Parce que contrairement à ce qu'on dit, des critiques, il y en a en Russie, et même assez fortes. Alors, pas forcément la 5e colonne pro-OTAN, hein, qui représente effectivement quand même peu de gens. Mais là, il en a eu beaucoup, et notamment les gens du Donbass. Ouais. Parce que les gens du Donbass, qu'est-ce qu'ils reprochaient à Poutine? Ils disaient, si les accords de Minsk sont appliqués, eh ben nous restons ukrainiens. Or, nous ne voulons pas rester ukrainiens. Nous ne voulons plus être ukrainiens. Ils nous ont bombardés, et puis on n'a plus rien à faire avec ces gens-là. Ils sont complètement fous. Ils nous racontent des salades sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils commémorent Bandera et Choukhévitch. C'est complètement ridicule. Nos grands-pères sont morts en combattant les Bandera et les Choukhévitch et les Hitler. Et ces mecs-là nous bassinent avec ça à longueur de journée. Donc on n'en veut pas. Et Poutine continuait à insister, non, il faut les accords de Minsk, il faut les accords de Minsk. Alors que de l'autre côté, effectivement, on se foutait de lui. Et on était en train de préparer l'armée ukrainienne pour faire un nettoyage ethnique à la Croate. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'il y aurait une majorité? Parce que vous parlez de pourcentage de russophones ou de Russes. Bon, c'était des Russes. Il y avait au moins... dès qu'ils ont été attaqués par Kiev, ils ont rompu avec l'Ukraine. L'Ukraine aurait pu réussir à se construire comme nation en 91, quand ils sont devenus un pays indépendant, s'ils avaient tout fait pour construire une nation. Et donc, qu'ils soient une fédération, qu'ils reconnaissent les différentes langues du pays, y compris les minorités hongroises, peut-être polonaises aussi, en Galicie, ça aurait pu marcher. Mais il fallait concevoir une nation, pas à la jacobine, autour de la Galicie et autour du nationalisme du 19e siècle qui est né en Autriche-Hongrie, qui était très proche du nazisme, effectivement, ce qui a fait qu'ils ont été si facilement nazis. Les Croates avaient fait la même chose. Les Croates avaient fait exact. La constitution de décembre 1990, dont plus personne évidemment n'a jamais eu de souvenir, ni même n'a souhaité mettre l'accent dessus, et qui pourtant, à mon avis, a été l'une des sources premières du feu mis aux poudres. Parce que c'était une provocation, parce que c'était aussi un ravalement des communautés serbes croates, à l'époque, au rang de peuples de troisième zone, avec des droits limités, des interdictions linguistiques, culturelles, religieuses, voilà. Donc, mais tout ça, on n'en parlait pas, évidemment, on avait d'autres objectifs. Et s'il y avait un référendum en Crimée aujourd'hui? Vous l'auriez eu avant, même à l'époque, je peux vous dire. Alors, il n'y aurait pas eu 95%. Quand moi, je travaillais en Crimée, là, justement, donc à l'époque de l'administration ukrainienne, j'aurais dit, allez, 75%. Oui, bon. Parce que, très rapidement, bon, vous connaissez l'histoire. Catherine la Grande reprend la Crimée aux Ottomans. Elle est russe jusqu'en février 1954, et ça, personne n'en parle. Khrouchtchev, on dit Khrouchtchev, mais ce que Khrouchtchev a fait, c'est qu'il a écrit dans la nuit un décret donnant la Crimée à l'Ukraine, et constitutionnellement, il l'a violé, la Constitution, parce que Khrouchtchev aurait dû le faire voter au Soviet suprême. Et il était lui-même ukrainien. Et il était même ukrainien. Mais en fait, la cession que Khrouchtchev a faite était anticonstitutionnelle. Voilà. Sur le point... Et pas Sébastopol, précisément. Oui, bien sûr, et pas Sébastopol, exactement. Sur le point de la religion, je voulais simplement souligner que, quand on a parlé, il y a des multitudes de religions en Russie, en Fédération de Russie, et dans l'ancienne Union soviétique. Et s'il y a un président qui est très tolérant et qui promeut les divers cultes, c'est Vladimir Poutine. Bon, regardez comment Vladimir Poutine, le gouvernement, traite les musulmans en Fédération de Russie. Ils leur construisent des mosquées, il y a une liberté totale. Donc, je voulais simplement souligner ça. On ne retient que Grozny. Mais bien sûr. Dans notre presse, on ne retient que Grozny. Attends, Grozny de quelle époque? Parce que vous avez vu Grozny maintenant, c'est la défense. Mais Grozny, ouais. Dans les années à venir, les Tatars il fait des dégâts en Ukraine. Dans les années à venir, 35-40, les Tatars ils seront deuxième nationalité en Russie. Et ils sont des musulmans.
Et la politique menée sur la question religion en Russie, elle est tout à fait louable parce que c'est une politique vraiment de tolérance, de cohabitation. Et les Tatars, aujourd'hui, ils ne se sentent pas différents parce qu'ils sont musulmans et d'origine turque, mais ils sont en premier, ils se sentent russes. Et puis, leurs origines, leur langue et la religion d'ailleurs. Ce n'est pas interdit, c'est ce qui est aberrant aussi parce qu'on a créé une image de tous ces pays-là, là où vraiment il existe une tolérance envers les religions, envers différentes cultures nationales. On dit que c'est le régime autoritaire, c'est la dictatorial et tout est opprimé. Ça ne correspond pas du tout vraiment à la réalité concernant, surtout c'est le sujet de la religion et des nationalités. Ça, c'est un bon sujet pour vous, c'est d'essayer de faire venir un ou deux mouftis de Russie et de faire une rencontre ici avec notamment des musulmans de France et notamment éventuellement des islamistes ou des frères musulmans, s'ils acceptent. Hein. Mais la question de l'apostasie, par exemple. Ça ne peut pas se comparer. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai posé la question de l'apostasie à un moufti du Daghestan, donc beaucoup moins tolérant que les Tatars. Hein. Et il a reconnu, parce que j'ai dit, nous en France, ça pose un vrai problème dans les communautés musulmanes, cette histoire d'apostasie. Et il me dit, bah oui, bah dans le Coran, oui, l'apostasie, mais bon, quand on vit avec les gens puis qu'on se marie, bah faut bien faire avec. Alors ils font avec. Et c'est comme ça en Russie depuis des siècles. Donc je trouve qu'il y a des leçons à tirer quand même. Hein.